Donc, bonjour tout le monde. Donc, en continuité des séances qu'on avait déjà commencées, euh, dans le cadre du cours Économie monétaire et financière, donc, on est arrivé au chapitre qui est relatif aux agrégats monétaires, c'est-à-dire les agrégats de la monnaie, ainsi que les agrégats de placement liquide. Donc, très bien. euh, la dernière fois, hein, on avait parlé des différents agrégats monétaires. On avait parlé des différents indicateurs euh, desquels se servait la Banque centrale afin de mesurer la liquidité monétaire circulante au sein de l'économie marocaine. Donc, aujourd'hui, on va entamer la suite de ces agrégats de contrôle et on va parler des agrégats de placement liquide. Donc, avant cela, j'aimerais récapituler un peu ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, alors, la dernière fois, on avait parlé des agrégats de la monnaie. Alors, ces agrégats de la monnaie, ils sont au nombre de trois agrégats. On a l'agrégat M1 ou bien l'indicateur M1, on a l'indicateur M2 ou bien l'agrégat M2 et on a l'agrégat M3. Alors, c'est quoi l'objectif de ces trois agrégats, de ces trois indicateurs? Alors, l'objectif, c'est de savoir la capacité de dépense des agents économiques non financiers, c'est-à-dire quelle est la capacité des agents économiques non financiers. Les agents économiques non financiers, ça peut être des ménages, ça peut être des individus, ça peut être des entreprises, sauf ce qu'on va exclure euh, de ces agrégats-là, c'est les agents économiques financiers. Les agents économiques financiers, c'est par exemple des banques, c'est des institutions financières. Donc, les institutions financières ainsi que les banques, c'est ce qu'on appelle des agents économiques financiers. Les agents économiques financiers, ils sont exclus de ces agrégats-là. Donc, les agrégats M1, M2 et M3, ils ne prennent en considération que les agents économiques non financiers, qui peuvent être des ménages, des entreprises, etc. C'est-à-dire moi, vous, etc., l'ensemble des individus qui ne représentent pas à des institutions financières ou là des banques ou là une banque centrale, par exemple. Donc, on a dit que la Banque centrale, elle va se servir ou bien se baser sur ces indicateurs-là, M1, M2, M3, afin d'essayer de mesurer la quantité de la liquidité monétaire circulante dans l'économie marocaine. Pourquoi on va mesurer cette liquidité monétaire? C'est pour savoir la capacité de dépense des agents économiques non financiers. Donc, quel est l'objectif de la mesure de la liquidité monétaire circulante? Pourquoi on doit savoir il est de combien la liquidité monétaire circulante? Parce qu'il y aura pour faire face à deux scénarios probables. Alors, le premier scénario, si la Banque centrale constate que la quantité de la liquidité en monnaie, de monnaie en circulation est très importante, c'est-à-dire elle est très élevée par rapport à la norme. Donc, si on va se fier, on va se baser au M1, au M2, M3, et on va constater que la quantité de la liquidité monétaire en circulation est très élevée par rapport à la norme. Alors, dans ce cas, on dira qu'il y a un risque d'inflation. Donc, c'est quoi l'inflation? On a dit que c'est la hausse généralisée des prix. Il y a un risque d'inflation, c'est-à-dire qu'il y a un risque que les prix pourront augmenter. Donc, on doit essayer d'utiliser un ensemble d'instruments monétaires pour essayer de reprendre l'équilibre, essayer de remettre la liquidité monétaire à son point d'équilibre afin de minimiser ce risque d'inflation. Alors, dans le cas contraire, si la Banque centrale, par exemple, elle observe que la quantité de monnaie en circulation, c'est-à-dire la quantité de la liquidité de monnaie en circulation, est très faible par rapport à la norme. Si cette quantité monétaire en circulation est très faible par rapport à la norme, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il y a un risque de récession, qu'il y a un risque de
de récession économique. Donc, dans cela, la Banque centrale doit mettre en place un ensemble de mesures afin de rejoindre le point d'équilibre, afin de minimiser les risques de récession. Donc, dans ces deux cas, donc, l'objectif de la Banque centrale, c'est toujours de rester dans le point d'équilibre et de minimiser les risques. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un risque d'inflation ou bien un risque de récession. Donc, elle dit c'est l'utilité des agrégats ou bien des indicateurs de mesure de la liquidité monétaire qui sont M1, M2 et qui sont M3. Donc, comme on a déjà expliqué la dernière fois, chaque agrégat ou bien chaque indicateur comprend un ensemble de catégories hein, monétaires ou bien catégories d'actifs. Alors, le M1, il comprend les pièces de monnaie, hein, les billets de monnaie, le RAC, les billets de 20 dirhams, de 50 dirhams, de 100 dirhams, et la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, on en a parlé, c'est la monnaie écrite, hein, c'est les jeux de compte. C'est le fait de débiter un compte et de créditer un autre. C'est un jeu de compte. Hein. Dans un transfert d'argent, par exemple, hein, on va débiter un compte et on va créditer un autre. Est-ce qu'on a versé de l'argent en liquide? Est-ce qu'il y avait une transaction en liquide? Non, il y avait juste un jeu de compte. C'est ce qu'on appelle la monnaie écrite ou bien la monnaie scripturale. Donc M1, hein, M1, ça inclut l'ensemble des disponibilités monétaires. M2, c'est M1 plus les placements à vue. Donc, les placements à vue, c'est quand je vais placer de l'argent euh, dans la banque hein, afin de générer de l'intérêt, afin d'avoir de l'intérêt. Mais la caractéristique des placements à vue, c'est que je peux retirer mon argent à n'importe quel moment. Donc, les produits relatifs au placement à vue, il y en a deux. Il y a les avoirs en compte sur carnet auprès de la banque. Je peux aller à la banque, par exemple, et ouvrir un compte sur carnet. Et automatiquement, je vais déposer de l'argent et je vais être rémunéré sur la période pendant laquelle j'ai déposé mon argent. Sachant que à chaque fois quand j'ai besoin de mon argent, je dois aller à la banque pour la retirer. Donc, avec un compte sur carnet, je ne peux pas payer parce que je ne vais pas avoir une carte de crédit ou bien je ne vais pas avoir la possibilité de faire des transferts d'argent à travers les différents dispositifs électronique qu'on a à la disposition aujourd'hui. Alors, le deuxième produit, toujours en parlant des placements à vue, c'est les avoirs en compte sur livret. Les avoirs en compte sur livret, ils sont pas, on ne peut pas avoir un compte sur livret auprès de la banque, hein, mais on va l'avoir auprès de la caisse d'épargne nationale. Mais il s'agit de la même chose ici. Je vais ouvrir un compte, je vais déposer de l'argent et je vais avoir une rémunération sur l'argent déposé pour une période donnée, pour une période déterminée durant laquelle j'ai déposé mon argent. Et bien sûr, je peux retirer mon argent quand j'en aurai besoin. Alors, on passe maintenant au troisième agrégat, au troisième indicateur de mesure de liquidité monétaire qui est le M3. Alors, le M3, c'est les placements à terme. Hein, c'est les placements à terme. Donc, au Maroc, hein, on a plusieurs produits qui sont relatifs aux placements à terme. On a les comptes à terme, on a les certificats de dépôt, on a les bons de caisse. Donc, les comptes à terme, c'est le fait d'avoir un compte d'argent qu'on va bloquer. Par exemple, on va bloquer de l'argent dans un compte et on n'a pas le droit de retirer notre argent qu'à la fin de l'échéance. Hein. Sinon, on devra payer des pénalités, etc. Donc, on a parlé de cela la dernière fois. La même chose pour les certificats de dépôt ainsi que les bons de caisse. Donc, c'est de l'argent qu'on va placer et qu'on ne pourra avoir qu'à la fin de l'échéance. Sinon, hein, on va devoir payer ou bien des pénalités ou bien recevoir moins d'intérêts que ce qu'on avait prévu pour une période
détermine. Donc, il s'agit des agrégats de la monnaie, ce qu'on appelle des agrégats monétaires. C'est les indicateurs avec lesquels la Banque centrale, euh, euh, sur lesquels la Banque centrale se base afin de mesurer la liquidité monétaire circulante. Donc, on a déjà expliqué l'objectif, c'est pour à savoir la capacité à des dépenses des agents non financiers, des agents économiques non financiers. Exemple, des ménages. On devra savoir quelle est la liquidité monétaire dont disposent les gens. Comme ça, on pourra savoir est-ce qu'ils vont acheter ou pas, est-ce qu'ils disposent de l'argent pour acheter ou pas. C'est un peu étudier leur comportement d'achat. Donc, d'abord, on est en train de parler des agrégats de la monnaie. Cela, on l'a fait la dernière fois. Maintenant, on va passer aux agrégats de placement. Les agrégats de placement. Donc, la Banque centrale, pour mesurer la liquidité monétaire, elle va se baser d'abord sur les agrégats monétaires ou bien les indicateurs monétaires. Et elle va se baser aussi sur les agrégats de placement liquide, les indicateurs de placement liquide. Très bien. Donc, avant de parler d'agrégats de placement liquide, c'est des produits, c'est des indicateurs sur lesquels se base la Banque centrale. Donc, on doit d'abord savoir qu'un patrimoine individuel, c'est-à-dire l'actif individuel, peut être divisé en quatre actifs. On a un actif monétaire, on a un actif financier, on a un actif réel et on a un actif humain. Alors, l'actif monétaire, c'est quoi? L'actif monétaire, c'est l'argent dont dispose une personne, par exemple. J'ai 20 dirhams dans ma poche, par exemple. Alors, les 20 dirhams, c'est mon actif monétaire. Alors, l'actif monétaire, c'est l'argent dont dispose n'importe quel individu, par exemple, ou bien dans sa poche, ou bien dans son compte bancaire, etc. Donc, c'est de l'argent liquide dont on dispose. Et on a l'actif financier. Alors, l'actif financier, ça peut être l'ensemble des actions ou bien des obligations. J'ai des actions auprès d'une entreprise X, par exemple. Donc, mon actif financier, c'est le nombre d'actions que j'ai auprès de cette entreprise-là. Là, on parle des actifs financiers. Et on a l'actif réel. L'actif réel, par exemple, j'ai une maison et j'ai une voiture. Donc, les actifs réels, pour moi, c'est ma maison, c'est ma voiture. Et on a bien sûr l'actif humain. Alors, l'actif humain, il inclut le talent, il inclut le savoir-faire, le diplôme, les expériences, etc. Alors, donc, comme vous voyez ici, alors parmi ces quatre actifs, l'actif le plus liquide, c'est l'actif monétaire. C'est l'actif qui est ici le plus liquide. Si on se base sur un critère de liquidité, l'actif le plus liquide, c'est l'actif monétaire. C'est l'actif qui peut être traduit facilement en liquidité. Et l'actif ici, qui est le plus difficile à vendre ou bien à transformer en liquidité, ici, c'est l'actif humain. Ce qui explique le phénomène du chômage. Pourquoi les gens ils chôment beaucoup? Parce que l'actif humain, c'est-à-dire les compétences, l'expérience, les diplômes, c'est l'actif qui est le plus difficile à transformer en liquidité monétaire. C'est-à-dire, je dois vendre mes compétences, je dois vendre mon expérience contre de la liquidité monétaire. L'actif humain, c'est un actif qui est très difficile à vendre, ce qui explique le phénomène du chômage. Donc, pourquoi on a pensé à créer ces agrégats de placement liquide? Alors,
Alors, ces agrégats de placement liquide, ils ont vu le jour au Maroc en 1997. Alors, d'habitude, au Maroc ou comme ailleurs, partout dans le monde, on construit juste les agrégats de monnaie et point. Donc, on se base uniquement sur les agrégats monétaires, sur les indicateurs monétaires. Ici, pourquoi on a ajouté les agrégats ou bien les indicateurs de placement liquide? Pourquoi on les a ajoutés? C'est parce qu'il y a une ablution des frontières. Donc, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la mondialisation, l'internationalisation, etc. Donc, il y a une ablution des frontières entre les différents actifs. Donc, avec la mondialisation, avec l'internationalisation, il y a une ablution, c'est-à-dire que il est très difficile de déterminer les frontières entre les différents actifs. Ici, on parle d'actifs monétaires, actifs financiers, etc. Donc, et chaque année, il y a des nouveaux produits qui apparaissent. Donc, jadis, ça fait longtemps, on ne parlait que de la monnaie. Après, on commence à parler des actions et des obligations. Aujourd'hui, on a une centaine de produits financiers. Donc, et certains de ces produits ne peuvent être classés ni avec l'actif monétaire, ni avec les actifs financiers. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé de la difficulté, c'est beaucoup plus difficile de classer ces produits-là. Est-ce qu'on va les classer, par exemple, parmi les actifs monétaires ou bien parmi l'actif financier? Alors, avec l'apparition de ces nouveaux produits financiers, donc la frontière entre l'actif financier et l'actif monétaire a tendance à disparaître. C'est-à-dire qu'on a le droit à des titres qui ne relèvent pas de la monnaie, c'est-à-dire qu'il y a des titres qui ne relèvent pas forcément de l'actif monétaire, mais qui ne relèvent non plus de l'actif financier, parce qu'il ne représente aucun risque. Donc, l'actif financier, c'est quoi la caractéristique d'un actif financier? C'est un actif qui représente un risque. Donc ici, on a des actifs, par exemple, qui ne représentent pas de risque et qui ne sont pas qui ne sont pas de la monnaie. Donc, ce n'est pas de la monnaie, donc ce n'est pas un actif monétaire, il ne représente pas un risque, ce n'est pas un actif financier. Donc, un actif financier, il représente un risque. Quel est le risque que représente cet actif financier? C'est le risque de perdre mon capital. Je vais acheter par exemple une action. J'achète une action à 100 dirhams aujourd'hui. Donc, après un mois, par exemple, le cours de l'action est de 80 dirhams, automatiquement, j'ai perdu 20 dirhams dans mon investissement. Parce que le cours de l'action, la valeur de l'action, elle a diminué. Donc, automatiquement, je vais perdre la valeur de mon action. Donc, même chose pour les obligations. Donc, ici, il y a un risque de perte du capital. Maintenant, si on prend par exemple les bons de trésor. Alors, les bons de trésor, c'est aussi un produit financier. Donc, les bons de trésor, ils ne représentent aucun risque. Pourquoi? Parce qu'ils sont des produits émis par l'État. Et l'État, c'est la garantie elle-même. Donc, ils ne sont pas vraiment des produits financiers. Ils ne sont non plus des produits monétaires, parce qu'il s'agit ici des titres financiers. Un titre financier, ce n'est pas un actif monétaire. Mais on ne peut pas dire ici que c'est un actif financier. Pourquoi? Parce qu'il ne représente pas de risque. Donc, ici, l'exemple des bons de trésor, c'est un exemple d'actif qui ne relève ni des actifs monétaires, ni des produits monétaires, ni des produits financiers. Donc, le bon de trésor présente certaines caractéristiques des actifs financiers et certaines caractéristiques des actifs monétaires. C'est la raison pour laquelle qu'on va réserver à ce genre de produit un traitement à part. C'est ce qu'on va appeler les agrégats de placement liquide. Les agrégats de placement liquide vont essayer d'inclure un ensemble de produits
semblables aux bons de trésor. C'est-à-dire qu'il y a les bons de trésor, il y a aussi d'autres produits qui vont être inclus dans les agrégats ou bien les indicateurs de placement liquide. D'autres produits financiers qu'on va inclure dans les agrégats de placement liquide, je cite par exemple les billets de trésorerie, hein. Je cite aussi les bons de sociétés de financement et aussi les titres émis par les OPCVM. Donc les OPCVM, c'est les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Alors, ces agrégats de placement liquide, ils sont en nombre de 4. Donc, je vous rappelle qu'au niveau des agrégats monétaires, on a vu 3 agrégats monétaires. On a vu M1, on a vu M2, on a vu M3. Ici, dans les agrégats de placement liquide, on va parler de 4 agrégats ou bien de 4 indicateurs de placement liquide. C'est PL1, PL2, PL3 et PL4. Donc, pourquoi on a introduit ces agrégats? Donc, le but, tout simplement, d'introduire ces agrégats, ici, les PL1, 2, 3 et 4, c'est de permettre à un certain nombre de nouveaux produits de s'inscrire euh, dans parmi les produits financiers en permettant au secteur financier de fonctionner convenablement. C'est-à-dire qu'on devra avoir une idée sur l'ensemble des produits financiers qui sont en train de circuler dans le marché. Donc, avant, jadis, si on revient en arrière, quand on parlait des produits financiers, on ne parlait que de la monnaie, on parlait des actions et des obligations. Donc, alors que maintenant, il y a plusieurs produits financiers. Donc, il y a de la multitude des produits financiers. C'est ce qui a poussé à la Banque centrale au Maroc et ainsi dans d'autres pays du monde à introduire des nouveaux indicateurs afin de prendre en considération, de mesurer l'ensemble des produits financiers qui circulent dans le marché. Ces produits financiers qui circulent dans le marché, j'ai donné l'exemple, par exemple, des bons de trésor, des billets de trésorerie qu'on va expliquer après. Donc, ici, l'objectif des agrégats de placement liquide, PL1, PL2, PL3 et PL4, c'est de prendre en considération les produits financiers qui ne sont pas pris en compte par les agrégats monétaires. Quand je parle d'agrégats monétaires, c'est M1, M2, M3. Donc, on a imaginé les agrégats de placement liquide. On ne l'a pas imaginé, bien sûr, au Maroc. Ce sont des experts des pays occidentaux qui avaient imaginé un système d'adaptation. Maintenant, les agrégats de placement liquide, ils comportent un certain nombre d'éléments. Mais avant de traiter les éléments constitutifs des agrégats de placement liquide, il paraît essentiel de définir ces agrégats. Alors, ces agrégats de placement liquide, c'est les indicateurs statistiques qui permettent de suivre l'évolution de certains produits qui représentent à la fois des caractéristiques des actifs monétaires et celles financières. Donc, à quoi servent ces agrégats de placement liquide? C'est un ensemble d'indicateurs statistiques qui vont nous permettre de suivre l'évolution de certains produits. De quels produits on est en train de parler ici? C'est les produits qui font partie de l'actif monétaire que vous voyez ici et de l'actif financier. Donc, c'est des produits qui présentent certaines caractéristiques de l'actif monétaire et certaines caractéristiques de l'actif financier. C'est pour cela qu'on a introduit les agrégats de placement liquide qui sont des indicateurs statistiques qui vont essayer de suivre l'évolution de ces produits-là qu'on n'arrive pas à distinguer, qu'on n'arrive pas à classer parmi les différentes
catégorie d'actifs. Est-ce que c'est un actif monétaire? Est-ce que c'est un actif financier? Est-ce que c'est un actif réel ou bien c'est un actif humain? Donc, les produits qu'on n'arrive pas à classer parmi les actifs individuels, on va les mesurer ou bien on va suivre leur évolution à travers les agrégats de placement liquide qui sont PL1, PL2, PL3 et PL4. Alors, le premier élément que comportent les agrégats des placements liquides, c'est PL1. Alors, PL1, il inclut ce qu'on appelle les TCN. Les TCN qui sont émis par des institutions financières autres que les banques. Alors, les TCN, c'est quoi? C'est les titres de créance négociables. Donc, c'est un titre de créance négociable. Quand on parle de TCN, c'est un titre de créance négociable. Alors, les titres de créance négociables, ils se composent de bons de trésor, ils se composent de billets de trésorerie et ils se composent de bons de sociétés de financement. Il se compose aussi des certificats de dépôt, mais les certificats de dépôt ont été déjà pris en considération dans les agrégats monétaires, dans M3 exactement. Donc, le PL1, il se base sur les TCN, qui sont les titres de créance négociables, en excluant bien sûr les certificats de dépôt. Donc, on va dire que le PL1, qui est l'agrégat de placement liquide 1, il inclut les bons de trésor, les billets de trésorerie, les bons de société de financement. Donc, les trois, ils font partie des titres et créances négociables. En plus à cela, va s'ajouter les OPCVM contractuels. Alors, pour définir un peu les composantes des agrégats de placement liquide. Alors, d'abord, on a le bon de trésor. Alors, un bon de trésor, c'est quoi? Comme leur nom l'indique, c'est des bons qui sont émis par l'État. Le trésor, c'est l'État. Donc, automatiquement, c'est un bon qui est émis par l'État. Le trésor public, il y a le khazina al-amma. Donc, le khazina al-amma, c'est l'État. Donc, un bon de trésor, c'est un bon, c'est un titre qui est émis par l'État. Quand est-ce que pourquoi le bon est émis par l'État? Donc, à chaque fois que l'État désire s'endetter, elle fait l'émission de ces bons. Donc, à chaque fois que l'État a besoin de liquidité, a besoin d'argent, a besoin de monnaie, elle va émettre ces titres, elle va faire l'émission de ces bons-là et tout épargnant peut les acheter. C'est-à-dire, on va mettre à la vente, on va présenter à la vente les bons de trésor contre de la liquidité. Et tout épargnant, c'est-à-dire moi, par exemple, je peux acheter des bons de trésor de l'État et l'État va gagner de l'argent. Bien sûr, quand l'État voudra récupérer ces bons de trésor, je peux vendre ces bons de trésor à l'État et récupérer mon argent. Il s'agit ici des bons de trésor. Donc, ces bons de trésor, ils sont inclus dans le premier agrégat ou bien le premier indicateur de placement liquide qui est le PL1. Donc, les bons de trésor, ils font partie aussi des titres et créances négociables, ce qu'on appelle les TCN. Alors, le deuxième produit qu'on a ici et qui fait partie aussi du PL1, qui est l'indicateur de placement liquide, c'est les billets de trésorerie. Alors, les billets de trésorerie, ils sont émis par les grandes sociétés non financières. Alors, au Maroc, l'entreprise qui émet le plus grand nombre des billets de trésorerie, c'est l'ONA. L'ONA, que vous connaissez certainement tous, c'est l'Ominium Nord africain. C'est une très grande entreprise qui appartient à la famille royale. C'est l'entreprise l'ONA. C'est une entreprise qui est très connue au Maroc. Donc,
Cette entreprise-là, par exemple, pour financer l'exploitation de la trésorerie de l'entreprise, hein, les moyens utilisés pour financer cette trésorerie, c'est-à-dire pour avoir de l'argent. Si cette entreprise veut avoir de la liquidité, elle veut avoir de l'argent, hein, il aura recours ou bien aux fonds propres, c'est-à-dire les fonds propres euh, dont cette entreprise dispose, ou bien il va recourir à la caisse, hein, à la caisse pour prendre de l'argent. Donc, ou bien, si on n'a pas assez de fonds propres, on n'a pas assez d'argent à la caisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la banque. Il faut aller à la banque pour avoir un crédit, un prêt bancaire, ou bien il y a d'autres options bancaires qui sont par exemple les découverts ou bien les facilités de caisse. Alors, les découvertes ou bien la facilité de caisse, hein, c'est très cher pour l'entreprise. C'est généralement très cher pour l'entreprise. C'est à peu près autour de 25% quand on parle de taux d'intérêt. Donc, généralement, si une grande entreprise désire avoir une source de financement de l'exploitation et subir moins de coûts, c'est-à-dire avoir une source d'exploitation, avoir de l'argent liquide pour financer son activité d'exploitation avec un coût qui est faible, il y a d'autres alternatives que les facilités de caisse, hein, ou bien les découvertes. L'autre alternative, c'est quoi? C'est l'émission de billets de trésorerie. C'est l'exemple qu'on est en train de voir ici. C'est les titres, hein, ou les billets qui sont émis par des grandes sociétés non financières. Non financières, c'est-à-dire que ça ne doit pas être, par exemple, Tijari Wafa Bank. Alors, Tijari Wafa Bank, c'est une institution financière. Alors, les billets de trésorerie, ils sont émis par les sociétés non financières. Exemple LONA, exemple OCP, par exemple, c'est des entreprises qui peuvent émettre des billets de trésorerie. Donc, les billets de trésorerie, ils sont émis généralement à part des entreprises ou là, des sociétés non financières. Donc, on ne peut pas dire que Tijari Wafa Bank ou bien BMCE a émis un billet de trésorerie. Pourquoi? Parce que BMCE ou le Tijara Bank, c'est des institutions financières. Alors ici, on parle des sociétés non financières. C'est eux qui ont la possibilité d'émettre des billets de trésorerie. Et le troisième produit qu'on a, qui est aussi inclus dans l'agrégat de placement liquide PL1, c'est les bons de société de financement. Alors, les bons de société de financement, c'est les titres émis par les sociétés de financement. Alors, ce sont des sociétés, hein, qui ne peuvent pas ouvrir des comptes à leurs clients. Exemple de société de financement au Maroc, c'est Wafa Salaf, par exemple. Alors, Wafa Salaf, c'est une société de financement. Alors, ces sociétés-là, ils ne peuvent pas ouvrir des comptes à leurs clients, c'est-à-dire que je ne peux pas aller à Wafa Salaf, par exemple, et leur dire j'aimerais ouvrir un compte bancaire, un compte courant, par exemple. Non, on va vous dire, monsieur, il faut aller à une banque. On peut ouvrir un compte courant à une banque. Il faut aller voir Tijari Wafa Bank, ou bien BNCE, ou bien la BMC, etc. Donc, à deux, c'est des banques. On peut aller ouvrir un compte bancaire. Dans une société de financement, exemple Wafa Salaf, on ne peut pas ouvrir des comptes aux clients. Donc, les sociétés de financement ne disposent pas de la monnaie scripturale, hein, qui n'est rien d'autre qu'un simple jeu de comptes. Alors, ces sociétés se contentent seulement d'accords de crédit. Donc, Wafa Salaf, hein, je peux aller à Wafa Salaf pour avoir un crédit, pour avoir un prêt euh, bancaire. Wafa Salaf, elle peut m'accorder un prêt bancaire. Mais est-ce que je dois ouvrir un compte? Non, je ne peux pas ouvrir un compte chez Wafa Salaf. Donc, ces sociétés peuvent seulement m'accorder du crédit. Donc, puisque ces sociétés n'ont pas le droit d'ouvrir des comptes, elles n'auront pas le droit de collecter les dépôts des clients. Donc, elles sont dans une situation exceptionnelle, défavorable comparativement à la banque. Parce que cette dernière, elle peut exploiter l'argent gratuitement. Comment la banque peut exploiter l'argent gratuitement? Je suis, par exemple, un fonctionnaire, je touche mon salaire et j'ai un compte dans la banque, par exemple, BMCE. Bon.
Mon salaire, il est viré à la fin de chaque mois à mon compte bancaire au niveau de la BMCE. Donc, la BMCE, là, ici, est-ce qu'elle me paye de l'argent en contrepartie? Non. Mais elle pourra exploiter mon argent. Donc, la BMCE a la possibilité d'exploiter l'argent de l'ensemble des gens qui vont ouvrir des comptes chez elle. Donc, ici, c'est la différence entre une banque et une société de financement. Une société de financement ne peut pas exploiter de l'argent qui est déposé chez elle. Pourquoi? Parce que elle n'a pas le droit d'ouvrir des comptes pour les clients. Donc, automatiquement, elle ne pourra pas exploiter gratuitement l'argent déposé par les clients. Donc, si Wafa Salaf, par exemple, veut avoir un prêt auprès d'un groupe, auprès d'une société, avec un taux d'intérêt de 3%, pour le prêter au client à un taux qui est de 10%, par exemple, c'est une marge bénéficiaire qui est certainement intéressante, mais qui est inférieure à celle dégagée par les banques. Donc, si Wafa Salaf, par exemple, elle veut donner un crédit à quelqu'un, est-ce que Wafa Salaf a des fonds? Est-ce qu'elle a de l'argent pour accorder un crédit à un individu? Non. Elle n'a pas de l'argent pour accorder ce crédit à cet individu. Donc, qu'est-ce que Wafa Salaf va faire? Elle va emprunter de l'argent de chez une société ou bien de chez un groupe avec un taux, par exemple, de 3%. Donc, Wafa Salaf va prendre cet argent, il va le prêter à cet individu qui a besoin de l'argent avec un taux d'intérêt qui est de, on va dire, de 10%. Donc, entre 3% et 10%, et il y a une marge bénéficiaire de Wafa Salaf qui est de 7%. Donc, on dit c'est la manière avec laquelle les sociétés de financement vont gagner de l'argent. Alors, euh, ici, il y a une très grande concurrence entre les sociétés de financement ainsi que les banques. Pourquoi? Parce que les banques vont se servir de l'argent qui est déposé chez eux. Donc, si je vais aller voir une banque pour avoir un prêt, la banque ne va pas emprunter de l'argent, mais elle a déjà de la liquidité qui circule dans son compte. Donc, automatiquement, cette banque, elle va prendre de l'argent et elle va me la prêter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de comptes ouverts chez cette banque-là. Donc, il dispose d'une quantité monétaire très importante, qui est très élevée. C'est pour cela qu'au Maroc, 90% des sociétés de financement sont des filiales des banques. C'est-à-dire que la plupart des sociétés de financement appartiennent à des banques. Exemple ici, Wafa Salaf, c'est une filiale de Tijari Wafa Bank. Donc, alors, ce sont les banques qui créent les sociétés de financement dans le cadre de la diversification de leur collectif de crédit. Donc, afin de diversifier un peu les offres, les offres de crédit, etc., les banques vont créer des sociétés de financement. Exemple de Tijari Wafa Bank qui a créé à la filiale Wafa Salaf. Donc, Wafa Salaf, c'est une société de financement qui est une filiale qui appartient à Tijari Wafa Bank. Donc, Tijari Wafa Bank, ici, c'est une banque, alors que Wafa Salaf, c'est une société de financement. Alors, ces trois produits dont je viens de parler, donc les bons de trésor, les billets de trésorerie, ainsi que les bons de sociétés de financement, ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut acheter des bons de trésor, ou bien n'importe qui peut acheter des billets de trésorerie, ou bien des bons de sociétés de financement. Pourquoi? Parce que le prix nominal, c'est-à-dire le prix d'un seul bon de trésor, ou bien d'un seul billet de trésorerie, ou bien d'un seul bon de financement, et peut avoir une valeur à peu près de 100 000 dirhams. 100 000 dirhams, c'est l'équivalent de 10 millions de centimes. C'est-à-dire que ces produits, ils sont donnés aux grands épargnants. C'est-à-dire c'est les gens qui ont un épargne qui est très élevé, qui ont beaucoup d'argent. C'est seulement ces gens-là qui peuvent acheter des bons de trésor, ou bien des billets de trésorerie, ou bien des bons de société de financement. Donc, donc
Les grands épargnants, c'est qui? C'est généralement les banques, les caisses de retraite, les caisses de dépôt de gestion, et quelques d'autres. Donc, des institutions qui ont un- de l'argent, beaucoup d'argent, qui ont des sommes colossales, qui peuvent investir et qui peuvent acheter ces bons de trésor, ces billets de trésorerie et ces bons de société de financement. C'est parce qu'ils ont des sommes très importantes d'argent. Alors, ces trois produits forment ce que l'on appelle le PL1, qui est l'agrégat de placement liquide 1. Donc, ils ont un degré de liquidité nettement inférieur à celui des certificats de dépôt, et ainsi que des comptes bloqués, ainsi que des banques de caisse. Quand on parle de certificats de dépôt, comptes bloqués et de bons de caisse, on est en train de parler de M3. Donc, je reviens alors, vers le M3. Donc, comme vous voyez ici, M3, c'est les placements à terme au Maroc, les comptes à terme, ainsi que les certificats de dépôt, ainsi que les bons de caisse. Tout cela, c'est les placements, tout cela, c'est M3, c'est la masse monétaire. Donc, ici, pourquoi on est en train de parler de PL1? Oui, parce que alors PL1, c'est l'ensemble des produits qui ont un degré de liquidité qui est inférieur à M3. Donc, on a parlé la dernière fois du classement de M1, M2, M3 avec un critère de liquidité. C'est-à-dire que M1, il est plus liquide que M2. M2, il est plus liquide que M3. M3, elle est moins liquide que M1 et M2. Et ici, PL1, c'est encore moins liquide que M3. Donc ici, on est en train de respecter le critère de liquidité. Donc PL1, en termes de liquidité, elle est nettement inférieure à M3. M3, c'est les certificats de dépôt, les comptes bloqués et les bons de caisse. Donc, PL1, quand on parle de bons de trésor, billets de trésorerie et bons de société de financement, elles sont moins liquides que les comptes bloqués ou bien les bons de caisse ou bien les certificats de dépôt. Donc, il nous reste un autre produit qui est les OPCVM contractuels. Les OPCVM contractuels, c'est un produit qui fait partie de PL1. PL1, c'est quoi? C'est l'indicateur ou bien l'agrégat de placement liquide qui inclut les différents produits euh, qu'on a une difficulté à classer. Est-ce que c'est des actifs monétaires ou bien des actifs financiers? Ils ont des caractéristiques des actifs monétaires et ils ont aussi des caractéristiques des actifs financiers, mais c'est difficile de les placer. C'est difficile de dire est-ce que c'est des actifs financiers ou bien c'est des actifs monétaires. Alors, comme on vient de l'expliquer, alors la série des agrégats de placement liquide, elle contient PL1, PL2, PL3 et PL4. Alors, PL1, elle inclut les bons de trésor, elle inclut les billets de trésorerie, elle inclut les billets de société de financement et elle inclut aussi les OPCVM contractuels. Alors, c'est quoi les OPCVM? Alors, les OPCVM, ce sont les organismes de placement collectif en valeur mobilière. C'est les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Donc, généralement, pour investir en bourse, si on veut investir en bourse, parce que lorsqu'on achète des actions et des obligations en bourse, c'est un investissement. Le fait d'acheter des actions ou bien d'acheter des obligations, c'est ce qu'on appelle un investissement. C'est quoi un investissement? C'est le fait de s'engager ou bien d'engager de l'argent immédiatement dans un projet quelconque en vue de récupérer des bénéfices plus tard. Mais il s'agit ici de l'espérance, c'est-à-dire que j'espère gagner de l'argent sur le plan futur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que l'investissement, c'est un pari. Donc,
Donc, l'investissement, c'est un pari. Pourquoi un pari? C'est-à-dire que je peux gagner comme je peux ne pas gagner de l'argent. Je peux perdre mon capital. Donc là, on parle d'un pari. C'est-à-dire qu'il se peut que ça marche et il se peut que ça ne marche pas et que je ne gagne pas de l'argent. Donc, pour investir, on peut créer une unité de production, c'est-à-dire je peux créer une entreprise, par exemple, une nouvelle entreprise. Je vais investir mon argent en créant une nouvelle entreprise. C'est un investissement quand, par exemple, je peux participer à une entreprise qui existe déjà. Donc, je participe à une entreprise qui existe déjà en achetant ce qu'on appelle des actions. Quand j'achète des actions, je suis en train de participer au capital d'une entreprise qui existe déjà. Dans ce cas-là, on ne peut pas devenir propriétaire d'une entreprise à 100%. Pourquoi? Parce que j'ai acheté quelques actions. Donc, j'ai participé au capital, mais je ne peux pas devenir actionnaire à 100%. Parce que la quantité d'actions qu'on peut acheter en bourse ne va pas représenter grande chose. Donc, l'essentiel ici, c'est qu'il s'agit d'un investissement. Et quand on parle d'investissement, et surtout investissement en bourse, il y a trois conditions qu'on devra respecter. Dans tout investissement en bourse, il faut respecter trois conditions. Alors, la première condition qu'il faut respecter pour investir en bourse, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Alors, pour investir en bourse, il faut avoir beaucoup d'argent. Alors, au Maroc, pour investir en bourse, on estime avoir un minimum 40 ou bien 50 000 dirhams à la limite qu'on peut investir. Mais normalement, ce qu'on va gagner, il sera prélevé sous forme de commission, de prêt et un ensemble de frais alliés à cet achat-là. Donc, ce n'est pas très intéressant pour investir en bourse. Donc, il faut une très grande somme d'argent, chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Parce qu'il y a des épargnants qui ne possèdent pas une très grande somme d'argent pour investir en bourse. La première condition, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir une somme colossale pour qu'on puisse investir en bourse. La deuxième condition, c'est qu'il faut avoir la formation nécessaire. Parce que investir en bourse, ce n'est pas comme investir dans l'immobilier, par exemple. Alors, il faut maîtriser comment ça se passe. Il faut maîtriser la technique qui va nous permettre d'identifier le moment idéal pour acheter le montant, pour acheter l'action à laquelle on est intéressé. Donc, il faut donc être suffisamment armé en bagage d'investissement financier. Il faut avoir un ensemble de connaissances en termes d'investissement financier, d'investissement dans la bourse. La troisième condition, il faut avoir l'information. Parce qu'en bourse, qu'est-ce qu'on achète? On achète des titres. Alors, quand on achète un titre, lorsqu'on a l'information comme quoi c'est un titre qui se comporte bien et qui pourra dégager des résultats sur le plan futur, dans ce cas, c'est le moment idéal de l'acheter. Par contre, si on a des informations sur une entreprise qu'elle est en train de dégager des pertes, est-ce qu'on va acheter ces titres? Bien sûr que non. Donc là, l'information, c'est un point qui est très important. Donc, l'achat et la vente en bourse portent essentiellement sur le capital informationnel, sur les informations dont on dispose. Ça se peut qu'on a une bonne information sur une entreprise, ce qui va nous encourager à acheter les actions de chez cette entreprise, de participer au capital de cette entreprise-là. Dans le cas contraire, si on sait que c'est une entreprise qui est en train de réaliser des pertes, donc il n'est pas du tout intéressant d'acheter ces actions, de participer au capital de cette entreprise-là. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui n'est pas en train de réaliser des bénéfices. Donc, il ne serait pas opportun d'acheter ces actions ou bien de participer au capital de cette entreprise. Alors, maintenant, si on est un petit épargnant, par exemple un salarié,
un fonctionnaire qui n'épargne que, je dis n'importe quoi, 1000 dirhams par mois, par exemple. Est-ce qu'il peut investir en bourse avec, en respectant cet ensemble de ces conditions-là? C'est impossible pour un salarié qui épargne, par exemple, 1000 dirhams par mois, d'investir en bourse. Est-ce qu'il a la formation nécessaire pour le faire? Impossible, hein. Est-ce qu'il a l'information nécessaire? Est-ce qu'il dispose des informations comme quoi il y a des entreprises qui réalisent des pertes, d'autres entreprises qui réalisent des bénéfices? Non, il n'a pas l'information. Alors, parce que pour pouvoir posséder de l'information, il faut être omniprésent en bourse, hein, parce que les informations acquises, d'abord sur place, c'est à partir de la place qu'on capte de l'information. Donc, il faut être omniprésent, il faut être présent au niveau de la bourse pour avoir de l'information. Donc, c'est pour ces petits épargnants qui n'ont pas leur place en bourse et pour permettre à ces gens de mettre leur pas pour la première fois en bourse, qu'on en a créé ce qu'on appelle les OPCVM, les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Donc, la création des OPCVM a pour but d'inciter les petits épargnants, exemple un salarié, à investir des fonds en bourse. Comment ça marche? Comment ce salarié va investir en bourse? Par exemple, alors, une banque crée un OPCVM, un organisme de placement collectif en valeur mobilière, destiné aux petits épargnants. Donc, chacun de ces épargnants va déposer une somme d'argent. Supposons par exemple qu'un va déposer 200 dirhams, l'autre 300, 500, 1000 dirhams, 3000, 4000 dirhams. Alors, à la fin, on aura une somme d'argent, donc, qui est très importante. Une fois on aura une somme d'argent qui est très importante, hein, on a respecté le premier critère, c'est-à-dire pour investir en bourse, il faut avoir beaucoup d'argent. Donc, automatiquement, hein, on a respecté la première condition qui est le fait d'avoir de l'argent. En ce qui concerne le deuxième critère, qui est la deuxième condition, il faut avoir la formation nécessaire. Quand une banque, par exemple, va créer un OPCVM, donc l'OPCVM, hein, son métier, c'est cela, hein, c'est d'investir en bourse. Donc, on a respecté le deuxième critère, qui est d'avoir la formation nécessaire. Donc, le métier de l'OPCVM, hein, c'est cela. Donc, d'investir en bourse. Donc, généralement, il a le bagage nécessaire, les compétences, le talent et l'expérience qui lui permettent de faire participer les petits épargnants, hein, et leur permettre d'investir en bourse. Donc, les petits épargnants, à travers les OPCVM, ils vont pouvoir participer aussi, hein, investir en bourse. Donc, l'OPCVM, il va essayer de convaincre les petits épargnants à mettre de l'argent, à déposer de l'argent, et en contrepartie, l'OPCVM va les faire gagner de l'argent en contrepartie de l'intérêt. Parce que si l'OPCVM n'arrive pas à le faire, les petits épargnants vont dans ce cas récupérer ou bien retirer leur argent. Si tout le monde retire son argent, automatiquement, c'est la disparition de l'OPCVM. Pourquoi? Parce que l'OPCVM, il se base sur le dépôt d'argent de plusieurs individus, de plusieurs petits épargnants, afin de pouvoir collecter une somme très importante d'argent qui va nous permettre, hein, d'investir en bourse. Donc, en ce qui concerne le troisième critère, qui est l'information, alors l'OPCVM, il ne fait que ça, c'est-à-dire, hein, qu'il est toujours en contact avec la bourse pour récupérer de l'information. Donc, c'est lui-même, hein, le producteur de l'information. Donc, les trois critères pour investir en bourse, hein, ici, sont respectés dans le cas d'un OPCVM. Donc, les trois critères qui sont avoir une somme colossale d'argent, avoir la formation nécessaire et avoir l'information. Donc, là, les trois critères, ils sont respectés. Quand les trois critères
ils sont respectés. Donc, l'OPCVM, il pourra récupérer l'argent des petits épargnants qui va la placer en fonction des anticipations. Donc, il va acheter à bas prix et vendre à bas prix élevé. Elle va acheter des actions à bas prix et il va les vendre à un prix qui est élevé afin de réaliser une marge bénéficiaire, afin de réaliser une plus-value. Il va donc capitaliser de l'argent. L'argent, c'est l'argent des petits épargnants. Donc, si ces petits épargnants vont retirer des OPCVM, c'est leur droit parce que l'OPCVM se caractérise par une liberté d'entrée et de sortie. C'est-à-dire qu'ils peuvent se présenter à tout moment les bénéfices et les capitaux. Alors, dans ce cas, les bénéfices réalisés par les OPCVM sont répartis entre les banques proportionnellement, chacun tenant son apport. Alors, l'OPCVM duquel on est en train de parler ne va pas travailler, ne va pas faire ce travail gratuitement. Donc, il aura droit à ce qu'on appelle des commissions. C'est ce que cet OPCVM va gagner. Donc, le but des OPCVM, c'est de permettre aux petits épargnants de dresser leur épargne vers la bourse. Et alors, dynamiser un peu la bourse, mais l'objectif majeur des OPCVM étant un objectif pédagogique, c'est-à-dire apprendre aux petits épargnants comment jouer en bourse. Parce que l'objectif principal, c'est de créer des investisseurs autonomes du futur. En d'autres termes, c'est de créer des professionnels parce que le professionnalisme en bourse ne vient pas de l'école, mais il vient généralement de l'apprentissage. Alors, aujourd'hui, au Maroc, on a à peu près de 300 OPCVM. Donc, la plupart de ces OPCVM, ce sont des clients de banque. Alors, au Maroc, comme partout dans le monde, on a quatre catégories d'OPCVM. Donc, on peut distinguer quatre catégories d'OPCVM. Donc, ces quatre catégories d'OPCVM, c'est d'abord les OPCVM contractuels, on a les OPCVM obligations, on a les OPCVM actions, et on a les OPCVM diversifiés et les OPCVM monétaires. Alors, les OPCVM contractuels, comme leur nom l'indique, ce sont les OPCVM qui garantissent une rémunération, c'est-à-dire que la rémunération ici est garantie. Alors, je donne un exemple. Je signe avec un OPCVM un contrat à partir duquel l'OPCVM s'engage à rémunérer mon argent avec un taux d'intérêt minimum qui est de 5% par an. Alors, dans ce cas, euh, même si l'OPCVM va perdre de l'argent à la fin de l'année, il s'engage à remettre l'intérêt, qui est, parce qu'on a fixé un minimum qui est de 5%. Alors, si on a signé par exemple un contrat avec l'OPCVM, en vertu de ce contrat, il s'engage par exemple à nous mettre un intérêt de 3% de rémunération. À la fin de l'année, si l'OPCVM réalise 10%, d'intérêt, il va avoir il va devoir nous donner les 10% hein, de gain et non pas les 3% parce que les 3% c'est juste un minimum. Alors, si l'OPCVM réalise 4%, je vais avoir les 4%. Si l'OPCVM réalise 3%, je vais avoir les 3%. Si l'OPCVM, par exemple, il réalise que 2% de bénéfices, je vais avoir 3% de bénéfices. Pourquoi? Parce que je m'en fous de ce qui va réaliser l'OPCVM comme gain ou bien perte, parce que on a signé un contrat à partir duquel je vais avoir un minimum de 3% d'intérêt, quelles que soient les conditions, quelles que soient les conséquences de cet investissement. Est-ce qu'il a perdu ou bien il a gagné? Parce que en investissant mon argent, je délègue à l'OPCVM parce que c'est lui qui va acheter les actions auprès de la bourse, c'est lui qui va étudier, c'est lui qui a les informations et qui a la formation nécessaire pour investir en bourse. Donc, moi, je ne vais faire que investir mon argent, déposer mon argent et signer le contrat avec lui, comme quoi je vais avoir par exemple 3 ou bien 5%
de minimum comme intérêt. Alors, en plus de cela, on a la deuxième catégorie qui sont les OPCVM obligations. Alors, les OPCVM obligations sont ceux qui investissent minimum 90% du capital en obligations. Les OPCVM actions, hein, c'est eux qui investissent comme minimum 60% du capital dans les actions. Donc, si ces OPCVM investissent moins de 60% en actions, ils sont qualifiés en OPCVM diversifiés. C'est ce qu'on appelle des OPCVM diversifiés. L'OPCVM diversifié, c'est l'OPCVM qui ne respecte ni le deuxième critère, ni le troisième critère. Deuxième critère, c'est les OPCVM obligations, c'est-à-dire qui n'atteignent pas les 90% du capital d'une obligation et qui n'ont pas un minimum de 60% d'actions pour être qualifiées en OPCVM actions. Et on a ensuite les OPCVM monétaires. Les OPCVM monétaires, ce sont ceux qui investissent dans des titres de créances négociables. Donc, on a parlé tout à l'heure des TCN, qui sont les titres de créances négociables. Alors, quels sont les titres de créances négociables ou bien les TCN? C'est les bons de trésor, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, ainsi que les bons des sociétés de financement. Donc là, on a expliqué un peu les différentes catégories des OPCVM. Alors, maintenant, si on va parler des agrégats de placement liquide, donc on a dit qu'il y a 4 agrégats, PL1, PL2, PL3 et PL4. PL1, il inclut les bons de trésor, les billets de trésorerie, les bons de société de financement et les titres commercialisés par les OPCVM contractuels. Alors que PL2, il inclut les titres émis par les OPCVM monétaires, tandis que PL3, il inclut les titres émis par les OPCVM obligations et PL4, il inclut les titres émis par les OPCVM actions et diversifiés. Alors, ici, on a classé les différents agrégats de placement par le critère de risque. Pourquoi? Parce que PL1, il représente beaucoup moins de risques que PL3 ou bien PL4. Pourquoi PL1 représente moins de risques? Parce qu'au niveau de PL1, qu'est-ce qu'on a? On a les bons de trésor, on a les billets de trésorerie. Quand on parle de bons de trésor, on parle d'un titre qui est émis par l'État. Un titre émis par l'État, c'est un titre dont la rémunération ou bien dont le profit est garanti. Donc, on ne risque pas de perdre notre capital. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici d'un critère de risque qui est moins élevé au niveau de PL1. Par contre, au niveau de PL2, PL2, elle inclut les titres émis par les OPCVM monétaires. Donc, il y a ici un risque. Donc, il y a ici un risque de perte de capital. Pourquoi? Parce que l'OPCVM, il va investir mon argent. Donc, même chose pour PL3 et PL4. De plus, je vais descendre. De plus, le risque, il va augmenter. Donc, on a dit que PL1, c'est les bons de trésor, billets de trésorerie, bons de société de financement et les OPCVM contractuels. Donc, tous ces produits-là, c'est des produits qui ne représentent pas un très grand risque. C'est pour cela qu'au niveau de PL1, le risque, il est minime. Par contre, quand on va passer à PL2, c'est-à-dire les titres émis par les OPCVM monétaires et au PL3, titres émis par les OPCVM obligations, au PL4, les titres émis par les OPCVM actions et diversifiés, donc le risque, il va augmenter. Pourquoi? Parce que quand un OPCVM, par exemple, va acheter une action et le cours de l'action va diminuer, il y a un risque de perte d'argent, il y a un risque de perte de capital. Si l'OPCVM va acheter une obligation et le prix de l'obligation va diminuer, donc il y a un risque de perte de capital. La même chose pour les OPCVM monétaires. Quand on va investir, par exemple, dans des TCN, il y a un risque, mais le risque, il est moins élevé
que si on compare avec les PL3 ou bien les PL4. Pourquoi il y a un risque au niveau des OPCVM monétaires? Parce que les OPCVM monétaires, hein, ça inclut les TCN, les titres et de créances négociables. Et les titres de créances négociables, ils incluent les certificats de dépôt. Et les certificats de dépôt, hein, ils représentent un niveau de risque aussi. Donc, c'est pour cela qu'un bon de trésor, ou bien un billet de trésorerie, ou bien un OPCVM contractuel, il représente moins de risques que les OPCVM monétaires, obligations ou actions et diversifiées. Donc, pour résumer, quand on parle d'agrégats de monnaie de placement liquide, quand on parle d'agrégats sur lesquels se base la Banque centrale, donc on va distinguer des agrégats monétaires ou bien des agrégats de la monnaie qui sont M1, M2, M3, et on va distinguer les agrégats de placement liquide qui sont PL1, PL2, PL3. Donc, c'est l'ensemble des agrégats ou l'ensemble des indicateurs statistiques, hein, sur lesquels se base la Banque centrale afin de mesurer la liquidité monétaire, hein, et de suivre l'évolution de la liquidité, hein, monétaire et de placement liquide dans l'économie marocaine. Alors, en gros, en global, si on va résumer la liquidité dans une économie, si on parle par exemple du Maroc, la liquidité de l'économie est équivalente à quoi? Elle est équivalente à M3. Bien sûr, M3 ici, elle englobe M1 et M2 et les placements à terme. Donc, c'est M3 plus PL1 plus PL2 plus PL3 plus PL4. Alors, l'ensemble de ces indicateurs-là, ils représentent, hein, la liquidité de l'économie au Maroc.